Raola Libre, le média indépendant du pays Nissar. Alors, Monsieur Ginière, écoutez, on est très heureux de vous recevoir, parce que effectivement, vous représentez une époque qu'on n'a pas tous connue, donc on va pouvoir, ça va nous permettre d'apprendre un petit peu cette période, comment vous ressentiez le football à l'époque. Alors, on va commencer par parler de votre début de carrière. Donc, vous êtes né le 3 juillet 1936 à Arze, donc c'est en Algérie. Et vous avez été formé en Algérie, donc parlez-nous, vous êtes arrivé en France en 1956, donc vous avez à l'époque 20 ans. Alors parlez-nous un peu de ces 20 années en Algérie au niveau football. Ah comme ça, oui. Bon, j'ai joué normalement dans un club amateur. Et puis j'ai été sélectionné, et puis j'ai été repéré par les clubs professionnels. J'avais 2 jours. J'avais beaucoup de clubs qui m'étaient. Donc je suis venu à Nice parce que j'étais contacté. Et vous aviez d'autres clubs français qui vous ont contacté, Monaco, je crois, non? Oui, mais pas tout le monde tous. Pas tout le monde tous, oui. Voilà, j'avais pas trop attention à ce que je joue au football, mais après avec les élèves en Algérie, j'ai le venir. Donc vous êtes arrivé, vous avez fait d'abord un essai à l'OGC Nice, et vous avez fait un essai notamment contre un club anglais, et puis aussi vous avez fait le tournoi de Forbach en Alsace. Alors racontez-nous un peu ces 2 matchs, ces 2 essais. J'ai fait mes essais ici, le premier match que je les ai fait à Nice, contre un club anglais. À l'époque, je crois qu'on avait fait 3-3 ou quelque chose comme ça. Et après, je devais faire un tournée à Sterling-Mandel, d'abord à l'école de Forbach, contre une sélection sarroise. Voilà, et puis après, je devais faire la Ligue des Champions avec l'Italie. Oui, à l'époque, c'était Luis Caviglia qui était l'entraîneur. C'était un entraîneur argentin. Oui. Et par contre, vous êtes parti aussi à l'époque, vous êtes parti à l'armée aussi pendant. Vous avez fait 3 ans à l'armée? Ah oui, 33 mois. 33 mois, d'accord. Oui, j'étais j'ai fait 8 ans pour le football. Oui, j'étais en Algérie en même temps aussi. Et donc en fait, quand vous jouez à l'OGC Nice, quand vous démarrez, vous avez le statut amateur, notamment pour pouvoir jouer les Jeux Olympiques de Rome en 1960, c'est ça? Oui, c'était exact. Puis j'avais signé avec un contrat professionnel, tout ça. Et j'avais quand même, j'avais signé un contrat professionnel, j'avais signé à l'OGC Nice. Voilà. J'étais obligé d'être amateur pour faire le Jeux. Donc en 1960, c'est les Jeux Olympiques à Rome. De Rome. Et donc vous perdez, l'équipe de France perd, vous perdez contre la Yougoslavie, je crois. Oui, c'est ça. On a été éliminé par la Yougoslavie. Et alors ensuite, je crois que vous disiez que vous avez fait des études en aéronautique. Alors vous l'avez fait à quel endroit ça? Alors ça, j'ai fait mes études à Alger. C'était une école de l'air. On formait des ingénieurs maison. On formait des ingénieurs maison. Donc j'ai fait mes études là. Finalement, vous avez choisi le football. Enfin, le football vous a choisi plutôt. Voilà, le football. J'étais programmé pour aller dans une école. J'allais à Toulouse, exactement. Alors en fait, vous avez joué à l'OGC Nice donc de 59 à 76, à l'époque on appelait ça la division 1. Hein. Donc vous avez joué 238 matchs, 47 buts. Alors vous disiez que vous étiez un peu numéro 10, un peu numéro 9, un peu numéro 9 et demi. Enfin, vous étiez... Au départ, j'étais numéro 9, 10, comme vraiment à l'intérieur. C'est ce qu'on appelait comme ça. Et après, petit à petit, j'ai retrouvé. J'ai fini un demi-offensif. Alors quand vous arrivez, là, c'est le moment où l'OGC Nice vient d'être champion 4 fois pas d'affilée, puisqu'on a été champion de France 51, 52, 56 et 59. C'était la belle période de l'OGC Nice. J'étais champion de France en 59. Et alors là, vous jouez ce qu'on appelait à l'époque la Coupe du Monde des clubs. Et vous partez aux États-Unis dans un avion à hélice, à l'époque, donc qui mettait beaucoup de temps pour décoller. Il fallait qu'il partait de Nice et il décollait avant 2 lieues. Il fallait beaucoup d'élan. Racontez-nous un peu ce voyage. Il fallait passer par Amsterdam pour traverser. Donc on a fait Nice-Milan, Milan-Amsterdam et Amsterdam-Montréal. Et Montréal-New York, d'accord. C'était un pays. C'était un pays. Et puis il y avait les avions à Nice, on peut dire.
Les avions à hélice à l'époque. Oui, qui faisaient des flammes. Il ne fallait pas avoir peur quand on montait en avion. Et donc, et dans le même avion, vous aviez notamment, dans le même avion, vous aviez donc les joueurs avec qui vous alliez jouer. Ça, c'est ce retour. Alors, au retour, on avait 4 équipes dans les Anglais. Les Manchester United. Les Écossais. Vous vous souvenez de l'équipe écossaise, non? Le nom? Non. Climardo? Non. Les équipes. Je ne suis pas sûr des noms des équipes parce que bon, on a fait 6 matchs. Je me rappelle avoir joué contre l'équipe de New York qui était renforcée par les Écossais. L'équipe de New York. C'était le Cosmos New York, non? Déjà? Non, je sais pas si c'était. Non, mais c'était, je sais pas si c'était. C'était l'équipe de New York de l'époque, quoi. Je sais pas si c'était ce que je pense. Peut-être qu'il y en avait plusieurs à l'époque. Il y en avait plusieurs, en fait, des équipes à New York. Et puis, il y a dû avoir une grande fierté aussi pour vous, c'est qu'en 1966, vous êtes élu meilleur joueur de Division 1. Vous vous souvenez de ce titre? Oui. Enfin, de ce titre honorifique. Oui, j'ai Oscar chez moi. Vous l'avez gardé, mais... Je crois que c'était Jacques Médecin qui était... Ah, c'est Jacques Médecin qui m'a envoyé, mais Oscar m'a été remis par lui à Paris. Et puis j'ai fait un comité de municipalité de Nice, a fait une petite fête. Une petite fête, oui. Meilleur joueur de Ligue 1, enfin de D1 à l'époque, c'était quand même quelque chose, quoi. Oui, c'était pas mal. Surtout qu'il y avait quand même des sacrés clients. On va rappeler un petit peu, pour les plus jeunes d'entre nous, les joueurs les plus connus de l'époque, on va dire, avec qui vous avez joué notamment à l'OGC Nice. Il y avait donc André Chorda, Pancho González, Charlie Loubet, Roger Piantoni, Francis Isnard, Marcel Bourg dans les buts, Joseph Ujlaki aussi, je ne savais pas que vous aviez joué avec lui. Et puis, comme son nom ne l'indique pas, Hector de Bourgoin, qui était un avant-centre. Et de Bourgoin, c'était un Argentin. Un Argentin. Avec qui vous entendiez très bien, je crois. Oui, qui jouait à l'équipe d'Argentine, à l'international argentin. Enfin, il y avait d'autres. Oui, d'autres joueurs. Citez-nous les autres joueurs, parce que vous avez joué avec beaucoup de joueurs. Je sais pas, ça vient pas. J'ai cité après les plus connus. C'est vrai que les plus connus, ça va être, on va dire, ça va être Marcel Bourg, Roger Piantoni et Charlie Loubet qui ont fait des carrières internationales. Avec Georges Maria, avec Colonna. Oui, Colonna aussi. Alors à l'époque, les ballons n'étaient pas comme aujourd'hui. Ils sont comme, il y en a un là-bas, un exemplaire, là, en cuir. Donc à l'époque, quand les terrains étaient grands, racontez-nous un peu comment ça se passait. Le ballon n'était pas un peu plus lourd? Ça se passait très mal. Non, je vois, actuellement, ils font des choses modernes de tous les côtés, mais je soupçonne quand même, maintenant, même les joueurs actuels, on va faire une 3 de 5. Enfin, c'était lourd, on était lourd. Et puis les terrains étaient lourds aussi. C'était les terrains. Mais en hiver? Ah ben oui. Sur les crampons, on va mettre 2-3 cm de bout. Oui, c'est vrai que là, on va voir, par exemple, là, il n'y a plus aujourd'hui, et le terrain étant hybride, on va avoir un bon terrain ce soir. Alors, on va parler un petit peu de vos 9 saisons à l'OGC Nice, on va remonter un peu, on va voir un petit peu tout ça. Donc, alors, les classements à l'époque, donc, le club termine 9e, 13e, 13e, 12e, et puis, malheureusement, il y a une descente en Ligue 2, la 5e saison, votre 5e saison. Oui, ils sont en 63, je crois, non 63, 64 Ça doit être ça, oui. 63, 64, on est descendu. Oui, mais là, c'était un concours de circonstances. Et c'était un hiver très froid qu'il y a eu. Alors, je me rappelle d'avoir joué à Sedan, à Strasbourg, à Valenciennes, avoir joué sur le terrain gelé. J'avais pas de trêve de grenade. Donc, jouer sur le terrain gelé. Et le terrain gelé, c'était. Enfin, eux jouaient avec des points d'athlétisme. Les crampons, ils aimaient les points d'athlétisme. C'était dangereux, alors. Mais c'était interdit. Enfin, on a pris 7 à Strasbourg, 7 à Sedan, 7 à Valenciennes, 8 à Valenciennes. À l'intérieur, il y avait catastrophique. Alors que le club avait été champion de France 5 ans avant. Oui, mais c'est pas ça, c'est parce qu'il y avait. Enfin, c'est le terrain, on ne peut pas jouer. Et puis à l'époque, il y avait une particularité aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait 11 joueurs, il n'y avait pas de remplaçant. Mais ça n'avait pas droit. Après, on avait droit qu'un gardien, et puis après, même tandis qu'on avait droit qu'un gardien remplaçant. Oui, après. Mais
vu, moi j'ai même fini gardien de but à Bordeaux. À Bordeaux, c'est vous qui avez joué dans les buts. Hein. Ah, c'est pas moi. Je pas d'avenir, maintenant, la vie de ma mère qui finissait dans les buts. On est même c'est la c'est là qui a fini dans les buts. Enfin, je sais pas, ouais, c'était heureux. C'était heureux, parce qu'on n'était pas très bon, on avait putain, c'était pas de ça. Alors, quelle différence avec votre regard d'ancien vous avez sur le football aujourd'hui et sur le football de votre époque? Quelles sont un petit peu les différences? Parlez-nous un petit peu de ça. La différence, c'est que, bon, maintenant, tout a changé parce que, d'abord, déjà le ballon, les terrains, et puis, deuxièmement, maintenant, les joueurs sont plus rapides. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs, mais ils sont ils courent beaucoup plus. Voilà, il court plus, mais à l'époque, quand on voit des vidéos de l'époque, les joueurs étaient techniques, quoi. On avait des joueurs techniques quand même à l'époque. Mais avant, il fallait savoir jouer. Enfin, pour jouer, il fallait savoir jouer. Maintenant, on fabrique les joueurs. C'est autre chose. À la base, on partait avec le biciclette et tout. On faisait un footballeur, mais on fabrique. Maintenant, ça va beaucoup plus vite et c'est bien. Alors parlez-nous un peu de Charlie Louvet, qui à l'époque, parlez-nous un peu de son transfert, vous m'avez parlé de son transfert quand il signe à Marseille, alors racontez-nous un peu cette histoire. C'est-à-dire que moi, à l'époque, on signait jusqu'à 35 ans. Dans ces clubs, on signait jusqu'à 35 ans, on n'a pas tel club. Mais après, on a eu une année, et Charlie a été le premier à bénéficier du temps de son transfert. De prendre en qualité, son argent qu'il voulait. Grâce à l'UNFP qui a été créé à Nice d'ailleurs, l'UNFP. Oui, c'est parti de Nice parce qu'à l'époque, pas l'UNFP, mais c'est parti de l'amicale des Niçois. C'est-à-dire que. C'est l'ancêtre de l'UNFP en fait, l'amicale des Niçois. Donc, des origines, dans d'autres, Monaco, tout les Monaco, des origines. Alors parlez-nous un petit peu aussi de Jean Luciano, à l'époque, je crois que c'est Luciano, qui est un entraîneur à votre époque. Alors parlez-nous un peu, c'était quelqu'un de... Ah ouais, bon, tous les entraîneurs, c'est le conseil. Enfin, c'est des anciens joueurs, enfin, ils sont des joueurs eux-mêmes. Et puis c'était assez bien. Pas sévère, dans le sens où sévère au niveau du sport. Parce que les gens disent qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait pas. Parce que vous avez fait de l'athlétisme, je crois aussi. Vous avez fait de l'athlétisme, ça vous a aidé aussi pour... Beaucoup d'ailleurs, tout le monde fait de l'athlétisme, parce que c'est la base de tout. Mais c'est-à-dire que l'athlétisme, ça permet quand même d'avoir des qualités athlétiques. Et de savoir mieux courir aussi, peut-être. Non, c'est pas mieux courir, c'est mieux sauter. C'est la base de tout l'athlétisme. Faire attention. J'ai eu quelques titres scolaires, mais Parce que vous étiez un dribbleur à l'époque. Hein. D'ailleurs, on vous reprochait de garder un peu trop le ballon, il paraît. Ah oui, il n'y a pas besoin de jouer. Et c'est vrai que quand on faisait des petits matchs comme ça, comme ça, à un moment donné, j'ai dit ici, tu avec moi, mais pas que tout de l'autre côté. Mais il aurait l'air après. Vous étiez un peu le Ben Arfa de l'époque alors. Parce que vous avez été sélectionneur en équipe de France. À l'époque, il y avait deux équipes de France. Il y avait la A et la B. Vous avez été sélectionneur en équipe de France B. L'équipe de France, oui. C'est-à-dire que l'équipe de France, c'est pas division, c'est chaud. Mais à l'époque, les matchs n'avaient pas d'importance. Je veux dire, l'équipe de France, on faisait des France de Luxembourg, des France Hollande, c'était amical. Mais maintenant, les matchs amicaux, il y a 50 000 personnes. À l'époque, on jouait devant 1000 personnes. Non, mais enfin, je parle de matchs amicaux. Hein. Les matchs amicaux, oui, bien sûr. Et puis il y a une fierté aussi dont vous êtes fier, c'est aussi que vous êtes le meilleur buteur du gym l'année saison 63-64. Ben, je ne sais pas si elle est descendue. Oui, ça on est descendu. Vous êtes quand même le meilleur buteur du club cette année-là. Oui, peut-être. Si, j'ai révisé.
Et puis il y avait aussi un autre coach à l'époque qui était légendaire à l'OGC Nice, qui s'appelait Numa Andouar. Et donc il était assez colérique, je crois. Hein. Racontez-nous un peu, mais il était très proche de ses joueurs, d'après ce que vous m'expliquiez. C'était un père de famille pour moi, mais c'était vraiment un entraîneur spécial. Il savait tirer le maximum du joueur. C'est-à-dire que quand les jeunes joueurs faisaient des bêtises dans un hôtel, ils pouvaient rester pour demain pour entendre l'équipe partir, puis ils faisaient la petite histoire. En fait, ils discutaient, et c'est vrai qu'il y a un futur pour nous. Et c'était un entraîneur vraiment spécial. Et puis il y avait aussi à l'époque un gardien de but qui était assez connu, qui s'appelait Yvan Garofalo. Justement, vous en souvenez, et donc il m'a parlé un peu de ses plongeons sur le carrelage à Orly, c'est-à-dire qu'en fait il. C'est-à-dire que bon, c'était quand on allait à l'aéroport de Paris, à Orly par exemple, on prenait l'avion, on était tout seul dans l'aéroport, et puis il s'amusait à faire des plongeons sur le carrelage, le carrelage était. Il collait les têtes nettoyées, il faisait des plongeons de millimètres. Il se laissait glisser sur les genoux. Il se laissait glisser sur les genoux aussi. Oh, surtout parce qu'il est spécial, c'était un joueur spécial, enfin, très gentil à ça. Et je me souviens, non, moi j'ai pas connu cette période, mais vous m'expliquiez, puis j'ai lu aussi qu'à l'époque il était un peu fou, comme beaucoup de gardiens d'ailleurs, hein. Il faut forcément avoir un petit grain de folie pour être gardien. Et les supporters adverses étaient fous parce qu'avant les matchs, il allait bénir le but adverse avec de l'eau bénite, il allait faire la croix dans le but. Non, c'est vrai, c'est qu'à Rennes, c'était un match de bonne important d'ailleurs. À Rennes, il est sorti avant le match, et puis il a pris une bouteille de vitesse, et puis il a mis des buts. Donc, il n'a pas fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on menait à 0, et quand on est contre nous, puis il a dit si il ne marque pas, il regarde, s'il ne marque pas, je monte sur la partie de la scène. Effectivement, ils n'ont pas marqué, mais. Le match était roulé, j'ai entendu des bruits dans les tribunes, et effectivement, je me suis tourné. Il était monté sur la barre de la salle. Il essayait de monter. Il est pas arrivé. Donc, et puis alors, donc, vous quittez l'OGC Nice en 1967, oui. Et là vous allez. Donc, bien loin, j'étais à Cannes. Voilà, vous allez jouer à Cannes, donc en Division 2 à l'époque. La SCAN était en Division 2. Pourquoi vous quittez le club? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi? Bon, c'est-à-dire que j'avais le président de la SCAN qui était bon évidemment, et qui m'a sollicité. Il m'a contacté vers. Bon, c'est pour cette raison. D'accord. C'était le président de la SCAN, M. Lopez. J'étais pas un fille. Comme ça, vous restiez dans la région? Je suis resté dans la région. Parce que vous habitiez déjà à Quartier du Ray à l'époque? Ah, toujours. Je n'ai pas quitté le Ray, moi. Donc du coup, vous n'avez pas déménagé alors? Non. Et puis après, vous avez ouvert des magasins pour votre conversion, des magasins notamment d'électroménager. Oui. Donc, c'est pas vraiment au football, j'étais chauffeur livreur chez moi. J'ai on en a vécu, c'est pas mal. Oui, bien sûr. Alors on va vous demander votre sentiment un petit peu sur, le nouveau centre d'entraînement, le nouveau stade, et puis l'arrivée d'Ineos. Qu'est-ce que vous là, j'ai vu le centre d'entraînement, vous avez quitté, oui. C'est le point exceptionnel. C'est le point mondial. Ça, c'est. Il faut éviter, je félicite le CNI. C'est vrai, ça doit faire un centre d'entraînement de extraordinaire. Et puis, je trouve que l'arrivée d'Ineos. L'arrivée d'Ineos, les frères actifs, deux présidents. Non, mais c'est sûr que c'est une bonne chose pour le lycée, ça va être une bonne chose, parce que bon, déjà, il y a des bonnes installations, et puis on a des bons joueurs, et puis bon. Voilà, pour l'avenir, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et je vois déjà toutes les installations, c'est vraiment exceptionnel. Le lycée, c'est vraiment mieux aussi. Il y a tous les moyens pour bien travailler. Ah, il y a tout. C'est vrai. C'est dommage qu'on ait fait ça. Maintenant, il faut que ça se concrétise sur le terrain, comme on dit. Alors, on va passer aux questions des supporters. Hein. Je
Je vois qu'Étienne à la première, le supporter numéro 1 de l'OGC Nice. Bonjour Monsieur Gilliard. Pouvez-vous nous raconter une anecdote de vestiaire, en particulier celle de Papa Barreau? Ah, Papa Barreau, en fait, je vais expliquer. Quand on se présentait sur le terrain, bon, moi, comme certains, j'avais toujours les chaussures mouillées, lacées, c'était difficile. Alors Papa Barreau me dit quand même, tu n'as pas de venir comme ça, sur le terrain. Alors j'ai dit, écoute, je n'ai pas le temps de faire sécher les chaussures. Donc, il m'a dit, écoute, si je vais m'occuper de tes chaussures, mais tu as la peine. Donc, effectivement, c'était de petites chaussures, il passait les chaussures. Et puis, le dimanche après, j'ai joué et j'ai fait un match. Bon, j'ai fait un bon match. Donc, le dimanche après, une autre fois, il m'a reçu les chaussures. Et 3 fois d'affilée, il m'a reçu les chaussures. Donc, je suis venu sauter tout ça, et la 4e fois, j'ai fait une grande plantation. Ça a été une blague. Moi, j'ai fait les chaussures à la figure. Ben, on va tout le temps tourner long. C'est ça, Monsieur Giner, bonjour. Une petite question par rapport à votre nom. Parce qu'en fait, le Giner, c'est votre surnom, votre vrai nom, c'est Ginès. Oui. Comment ça s'est passé en fait que vous ayez conservé le surnom? Non, c'est-à-dire que, à la base, mon vrai nom, c'est Giner. Mais mon vrai nom, c'est Giner. Mais bon, dans l'état civil, dans le pays où j'étais, c'était signé par ma mère. Et puis on appelait le R, le Z. Et finalement, mon père, avant de se marier, il s'appelait Giner. Et après les enfants, ça s'appelait Ginès. Donc j'ai tout donné, ma famille s'appelle Ginès. Et après, l'autre question, vous avez marqué une 50aine de buts avec l'OGC Nice. Est-ce que vous avez le souvenir d'un partenaire en particulier? Justement, Torres. Non, vous aurez particulier, peut-être, parce que les buts, vous avez particulier. Non, mais est-ce qu'il y en a un que vous vous rappelez le plus, qui vous a marqué? Contre Reims, j'ai marqué contre Saint-Étienne. Des buts Garofalo, si vous racontez une histoire de but. Garofalo, à un moment donné, on va jouer au Monaco, et puis je frappe au but, et puis Garofalo, le ballon n'est pas déçu. Il reste comme ça, mais il y avait une petite équipe qui était déjà sur le terrain, et puis tout le monde comme ça. À un moment démarré, je regarde dans les buts, je vois Garofalo. Il fait comme ça avec le doigt, c'est pas bon. Puis il sautait, mais il a fallu explorer. Pas de but particulier. Ils étaient tous pas très haut, il n'est pas très clair, mais c'était normal. Je marche juste le but de la tête. Je suis né en 46, tout près du milieu stade. Qu'est-ce que ça faisait aux joueurs quand Charlie faisait son petit truc? Ah, Charlie, c'est J'ai la chair d'épaule. Charlie, c'est Charlie. Monsieur Charlie. Il est arrivé à la mi-temps, il prenait la parole, il disait. Mais vous, en tant que joueur, qu'est-ce que ça vous faisait? Ah, nous, ça nous faisait rigoler parce que ça faisait rigoler, mais quand même, Charlie, on aimait bien. On aimait bien. Parce que c'était vraiment, c'est inconditionnel ce sport. Et c'est vrai qu'il nous faisait rire quand il rentrait à la mi-temps, il était à 10 heures. Donc il reste Georges Césari qui est né en 26. Oui. Je vois souvent. Et surtout, quand vous marquiez un but vers le nord, c'est-à-dire à la tribune Léo Lagrand, Oui. et puis il y avait une billetterie second qui va rester à vie. Le stade il s'est tourné est-ouest et on a gardé la tribune seconde et pour l'histoire. Et Charlie, c'est un personnage. Et donc aujourd'hui, en 56, il y avait un petit Renoir qui s'appelait Yves Fontaine. Il faut le faire parce que Charlie, c'était le seul qui venait en mobilette sur Marseille. Mobilette. Ah oui. Qui, une fois, il partit en mobilette. À Lens, et le match a été reporté, il est retourné. Nous, quand ça a été pour manger sur la route, il
était là, et avec toute sa bande Elle était bleu-vert, ça mobile. C'est exactement. Tu l'aimes bien. Moi, je suis né en 46, donc je vous ai connu depuis tout petit. Quoi. Parce que, je vous le dis, en 1910, celui qui a démarré le stade chef de chantier entreprise Torrent, c'est mon grand-père Aléry. Et ce stade, il s'appelait Saint-Maurice, il a été construit par l'entreprise Torrent. Félicitations. Félicitations à vous, qui avez fait vivre, non, vous avez fait vivre la couleur rouge et noire qu'on a retrouvée. C'est vrai qu'on a participé. Enfin, vous avez participé comme Jackie, comme Amalfi, comme Beltifour, comme et vous. Donc ça m'a fait chaud au cœur, c'est de voir Giner. Oui, mais enfin, c'est trop mieux pour ça. Hein. Non, c'est pas mieux. Vous êtes ici et bravo. À bientôt. Et maintenant, vous vivez beaucoup. En ce moment, vous vivez. À côté du Rennes. Quartier du Rennes, déjà. Ah ouais. C'est pas loin du stade du Rennes. Mais vous voyez, le stade appartient aux enfants, il s'est retourné est-ouest. Donc vous reverrez la tribune seconde, la tribune de 300 places de 1927, et il y aura les enfants qui joueront pour l'UNESCO. Voilà. Tout près de Stéphane. Donc on va se voir bientôt. Bonsoir, monsieur Gilles. Je peux me permettre d'appeler Yvon, puisque vous en parlez depuis des années. À l'époque, où on s'entraînait contre le mur, vous vous rappelez, juste à l'avant-match, au Stade du Rennes. Alors, une petite question. Après votre. Vous avez été international, je crois, 2 fois, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, vous avez acheté un magasin à la rue Cassini. C'est ça, sur la gauche, en montant. Et alors, j'aurais voulu savoir, qu'êtes-vous devenu après votre carrière de footballeur? Eh bien, j'étais électrograviste, mais puis après, j'étais représentant de votre marque. Donc, je faisais les expositions, il y a 3 expositions. J'ai fait ça. J'étais vendeur professionnel dans les manufactures. Oui, parce que je pense que vous êtes venu d'Algérie, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et vous n'avez pas fait de centre de formation. Vous avez été pris carrément en tant que footballeur amateur, si mes souvenirs sont bons. C'est ça? Oui, et ensuite vous avez intégré le staff professionnel, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que le centre n'avait pas de centre de formation. À l'époque, les joueurs étaient formés. À l'époque, les joueurs étaient formés dans la rue. Exactement. Dans la rue, ça. Pour arriver de la rue au stade du Rennes, il faut en faire. C'était heureusement. Mais moi je passe toujours par Cassini, je relève la tête pour voir si la fiche Giner y est toujours. Elle n'y est plus. Bien, bah écoutez, bonne continuation et bonne retraite alors. Merci, Bon. Voilà, bah écoutez, monsieur Giner, on va se quitter sur cette bonne note. On va vous applaudir bien fort. Hein, parce que vous avez continué à faire ce que le GC10 aujourd'hui. Tous les anciens verront pas beaucoup de monde ce soir. Je pense que ça va vous faire chaud au cœur de voir autant de gens venir vous voir et vous rendre hommage. Merci, je remercie tout le monde, les supporters, les soirs, et tout ça m'a apporté, ça m'apporte beaucoup de choses. Alors, on vous applaudit encore une fois bien fort. Merci, monsieur Giner, bravo. On va passer on va vous distribuer les petites cartes pour les.